Le festival des vérités crues se poursuit. Nous sommes le 3 janvier 2024. Nous allons parcourir au pas de charge l'actualité politique africaine avec une succession de sujets croustillants qui font que ce sera véritablement un petit festival des vérités crues. Donnez cette émission à notre peuple. Le bord de chapeau continue. Je vous ai dit que j'avais reçu une belle collection offerte par Babel. Là, c'est le numéro 2 de la collection. Bonne année à toutes et à tous. Et merci de partager ce programme massivement. Soyez bénis à travers l'Afrique et les diasporas, sur tous les continents. Soyez les bienvenus. Donnez l'émission à notre peuple. C'est un festival de vérité crue. Votre serviteur est dans son oratoire. Nous avons plusieurs sujets que nous allons traiter brièvement. En ce vendredi 3 janvier 2025, sur la Terre des Hommes. Soyez salués à la Guyane, chez nous, en Amérique latine. Soyez salués dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie, amis en tout pays, vous êtes les bienvenus ici. Nous comptons sur vous pour partager ce programme massivement et transcender toutes les stratégies de signalement, de restrictions aberrantes qui nous sont opposées par les ennemis de la Mahat. Ceux qui n'aiment pas que l'Afrique participe au festival de la vérité, justice, solidarité universelle. Alors, partagez ce programme, appuyez sur le pouce levé sur chacune des vidéos, donnez ce programme au peuple africain, du continent et des diasporas, à nos amis européens, asiatiques, américains. Celui qui nous écoute a de fortes chances de voir ce qu'il n'a pas vu, de passer du sommeil au réveil et du réveil à l'éveil. Bonne et heureuse année à chacune et à chacun d'entre vous. Où que vous soyez. Dédicace spéciale à nos amis de la Guyane, que nous ne citons pas souvent, et qui pourraient penser que nos amis ont oublié. Non. L'Afrique mondiale est la bienvenue dans nos éditions. Et tout être humain épris de vérité, de justice, solidarité est le bienvenu dans nos éditions. Car ce que nous voulons, c'est pour la soif universelle. C'est pour la fin FIM universelle. Alors, partagez ce programme, apportez vos commentaires argumentés et protégez-le contre les mains des ennemis de la Mahat. MK Kamate, merci beaucoup. Mao Ali, Chao Mao, sois béni. Bonne année, mon jeune frère bien-aimé. Docteur Thierry Kimbameka, et oui, Thierry Kimbameka. Ainsi, à Kouké, je salue mes amis au Niger, et notamment autour de la grande mosquée d'Agadez. Je les salue tous. Sido Babi, toujours présent. Et Apollo doit manquer pour qu'il la gagne. Aliou ne Diop, Nangadef. Ça donc, l'Afro-Nantais, Emmanuel Gatin, Hamzik Nassoma, Amadou Abdoulaye. Merci. Merci beaucoup. Général Mamichou, soyez salués. Oh. Abdoulaye Salé, mes amis du réseau Internet du Tchad indépendant, soyez salués. Je salue le grand peuple du Parti Socialiste sans frontières du Tchad, les héritiers du combattant Yaya Djilo Djeroubechi, qu'ils soient bénis, force et courage à eux. Théo, merci. Fotoma Amisado, Sakine Fa. Je salue mes amis à Conakry en Guinée. Je salue le peuple de mon pays natal, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la RD Congo, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Burundi, l'Angola, le Zimbabwe. Je vous salue en Centrafrique, je vous salue au Soudan, en Éthiopie, je vous salue au Sénégal, en Mauritanie, le Grand Mali, le Grand Burkina Faso, le Grand Niger, le Libéria, le Grand Bénin, le Grand Togo, la Côte d'Ivoire. Le grand maître Jean Bikoko Aladin nous a mis dans la dimension de l'Afrique à travers sa fameuse chanson sur chaque chose qui a son temps, chaque temps qui a sa chose. Le programme que je vous propose aujourd'hui comporte les sujets suivants. Barack Hussein Obama, ancien président des États-Unis, écrit au docteur Franklin Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Question. Et si c'était à Tidiane Thiam que Barack Obama avait écrit une si longue lettre, est-ce qu'on allait encore respirer? Ça, ce sera le premier sujet que nous allons aborder. Deuxième sujet, Patrice Talon fait les yeux doux à l'armée béninoise. Mais la question qui se pose est de savoir qui va croire en Patrice Talon. C'est le deuxième sujet que nous allons aborder. Troisième sujet, Oligui Nguema Brice Clotaire, alias le général Dansoman de Libreville,
et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l'un des deux grands aventuriers ambigus de cette période politique, sont désormais mis en difficulté par le satrape Alassane Dramane Ouattara. Tandis que Mahamat Idriss Déby Itno, le président maréchal du Tchad, prend de l'avance. Je vais vous expliquer comment Alassane Dramane Ouattara met Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Diakhar Faye en difficulté dans le précaré France-africain. Et ça, ce sera le troisième sujet abordé. Le quatrième sujet va porter sur Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, qui est rattrapé par le karma à grandes enjambées. Nous allons nous intéresser au sort que la justice française essaie de lui faire après lui avoir infligé 1 an de prison ferme et un bracelet électronique à l'un de ses pieds. Ce qui est une image de ce que deviennent ceux qui, étant en puissance au pouvoir, croient qu'ils ont tous les droits et qui devraient servir d'avertissement, eh bien, ceux qui nous persécutent actuellement en France en se croyant doués de tous les pouvoirs. Il n'y a qu'à voir comment finit Sarkozy pour qu'ils sachent comment ils vont finir. L'avant-dernier sujet que nous allons aborder, c'est le grand tableau blanc syrien qui enseigne encore aux Africains. Il y a encore des leçons à tirer des actualités politiques de la Syrie. Et l'Afrique des libertés surveille l'actualité syrienne comme du petit lait. Parce que là-bas, il y a un tableau blanc sur lequel on enseigne facilement aux Africains à ne pas se faire apprendre la grimace par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Enfin, le dernier sujet que je vais aborder dans cette émission, ce sont les coups d'État néocolonialistes qui sont attendus au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, Brazzaville, en Centrafrique, voire au Sénégal. Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à des coups d'État néocolonialistes dans ces pays-là? Eh bien, je vais poser cette question qui fâche et indiquer pays par pays comment on sent bien qu'il y a un coup foireux qui flotte dans l'air, une fois de plus dans le dos des peuples. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à la revanche des putschistes néocolonialistes, néocolonisés. Car en effet, il ne faut pas confondre les coups d'État révolutionnaires en faveur des intérêts des peuples avec les coups d'État réactionnaires, ceux qui sont en faveur des intérêts des puissances étrangères, négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes. Ce n'est pas la même chose. Il y a coup d'État et coup d'État. C'est dans ces conditions que nous pourrons conclure ce programme du vendredi donc 3 janvier 2025. Si vous en êtes d'accord, sans plus tarder, commençons avec le premier point. Moi, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Parce que quand je vous dis quelque chose, eh bien, je m'arrange toujours à avoir la preuve de ce que je vous dis. Il y a quelques mois, le désormais président du PDCIRDA, Tidiane Thiam, a défrayé la chronique eh bien, de l'actualité politique ivoirienne en brandissant, comme un enfant brandit son premier cadeau de Noël, un autographe que lui aurait fait l'ancien président américain Barack Hussein Obama. Autographe gentil que celui-ci lui aurait fait, et qui pour Tidiane Thiam serait la preuve que lui, Tidiane Thiam, est un homme exceptionnel, que lui est un homme rare, l'un des rares à qui Tidiane Thiam, l'un des rares à qui, Barack Hussein Obama, l'ancien président des États-Unis, peut écrire une lettre. En son temps, j'avais déjà réagi pour dire que j'étais surpris qu'à un tel niveau d'engagement politique, la prétention à vouloir être candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire, il y a une telle légèreté infantile, une telle mentalité de bébé gâté, d'enfant gâté, il y a une telle mentalité de petit croyant au Père Noël. J'étais choqué qu'un homme qui a largement dépassé 50 ans en soit encore à se vanter publiquement d'avoir reçu l'autographe d'un autre homme qui vit sur la terre comme lui, qui a 2 trous ici, 2 trous là, un trou là, un trou là, un trou là, 2 trous en bas comme lui. Il y a écrit un autographe. Et lui, tout gaillard, à son âge, très avancé, presque en posture de grand-père potentiel, il court aussi sur les réseaux sociaux. Il court devant les militants dans le meeting pour dire que lui, il est un grand type parce qu'Obama lui a écrit. On peut faire ça. Peut-on être aussi naïf et candide? Même dans le fameux roman de François-Marie Arouet, dit Voltaire, intitulé Candide, où il y a le personnage appelé justement Candide, qui vit dans le château de Tourner-Tentronc, où il se fait enseigner par les préceptes du maître Pangloss. Même dans ce roman-là, ce conte philosophique de Voltaire, je n'avais pas dénoté une telle part de naïveté de la part des personnages que de la part de M. Tidiane Thiam, l'homme qui a peur des serpents dans son pantalon et qui ne sait pas que quand on a peur des serpents dans son pantalon, cela veut dire qu'on sera souvent mordu, si ce n'est réellement du moins imaginairement, et qu'on ne peut même plus dormir, eh bien, couvert par un tissu. Donc, personnellement, j'étais choqué, j'étais surpris, ahuri, comme dirait le président Laurent Gbagbo, que tout un gaillard comme ça, de pratiquement 2 mètres et plus comme nous autres là, il se tienne devant les gens de tout son long pour dire que lui, il a chez lui là-bas, ça est dans son bureau. Celui qui vient dans son bureau, il va voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait même créer un pèlerinage à son bureau pour voir l'autographe d'Obama. Jérusalem. Obama que nous tous on voit tous les jours depuis ici, depuis plusieurs années. De père kényan. On connaît la maison de sa grand-mère en terre battue, à Nairobi là-bas, près de Nairobi au Kenya. La maison de sa grand-mère là où il s'asseyait, avec des baskets trouées et puis un paquet de cigarettes pour fumer. On connaît ça. On a lu ses biographies, on sait comment il est parti de presque rien dans la banlieue de Chicago, comme community manager, pour progressivement obtenir l'assentiment des Américains et devenir le candidat du Parti démocrate aux élections, et puis gagner. Obama là, moi depuis 2007, il m'écrit. Il m'écrit chaque année au moins 6 fois. Obama. Et je vais vous dire pourquoi il m'écrit. Parce que je fais partie de ces non-américains qui, en 2007, lors de la première campagne présidentielle de Barack Hussein Obama, ont pris leur carte bancaire, sont allés sur le site de la Fondation Obama et ont donné leur argent. J'ai donné au moins 4 fois. J'ai contribué au moins 4 fois aux campagnes de Barack Hussein Obama lors de son premier mandat, lors de sa recherche du premier mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Pour cette raison-là, lui et son équipe ont retenu tous mes emails, numéros de téléphone et tout. Même quand je dors, ils m'écrivent. Mais je suis jamais venu ici me vanter de ça parce que je ne vois rien d'extraordinaire à recevoir une lettre régulièrement de M. Obama, d'autant plus que ça fait partie de sa stratégie de communication, de faire des autographes aux gens, d'écrire des lettres aux gens, et surtout, Obama a la discipline de toujours écrire, se débrouiller pour rester en contact avec ceux qui lui ont donné un jour même $1. Parfois même il écrit à ceux qui lui ont donné un jour même un sourire. Je ne suis pas d'accord avec Obama sur le plan politique, notamment depuis 2011, quand il a participé au nom de l'OTAN et avec David Cameron, Sarkozy, à la destruction de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi et à la déstabilisation de toute l'Afrique. Moi j'ai rompu politiquement avec lui depuis lors. Mais il conserve mes coordonnées et il m'écrit. Et si Tidiane Thiam ne nous cassait pas les oreilles à Abidjan avec ses petits autographes qui n'ont même pas la taille des lettres qu'Obama m'a écrites, aujourd'hui je ne vous donnerai pas lecture de la lettre qui m'a été écrite aujourd'hui, il y a 3 heures de temps. Je prends la dernière date. Parce que si je m'en vais fouiller, je vais trouver 100 lettres d'Obama. Voici ce qu'il écrit. Et il l'écrit d'abord en anglais. Barack Obama. Il m'écrit ceci. Happy New Year, Franklin. I hope you had a joyous holiday season with your loved ones. Bonne année, Franklin. J'espère que vous avez eu des vacances heureuses avec ceux que vous aimez. As we begin 2025, I wanted to start off the new year with a heartfelt
Thank you to you and the rest of the Obama Foundation community. Au moment où nous commençons l'année 2025, je tenais à commencer par vous dire la reconnaissance que j'ai, moi, Obama, envers vous, Franklin Nyamsi, et tous les membres de la Fondation Obama, toute la communauté de la Fondation Obama. Thanks to the generosity of thousands of supporters, we were able to raise critical funds during the busy end of year fundraising deadline. Grâce à la générosité de milliers de supporters, nous avons été capables de rassembler, de mobiliser vraiment des fonds extrêmement utiles dans la dernière partie de l'année. This outpouring of support will help support the foundation's work to inspire, empower, and connect young leaders to change the world. Eh bien, ce support permanent, ce soutien permanent que vous nous apportez, permettra à la Fondation de continuer à inspirer, à renforcer et à connecter les jeunes leaders dans le changement du monde. Obama s'adresse à moi parce qu'il me considère comme étant de ces jeunes leaders capables de changer le monde. On continue. As we begin this new year, I am hopeful and determined that we can bring positive change home in even more profound ways together. Au début de cette nouvelle année, j'ai pleinement confiance et je suis déterminé à penser que nous pouvons apporter un changement positif chez nous et que nous pouvons d'ailleurs atteindre des objectifs encore plus profonds, plus avancés ensemble. Thank you for joining us on this journey. Barack. Merci d'être en notre compagnie dans cette aventure. Signé Barack Obama. Bon, voilà ce que Barack Obama m'a écrit, moi. Je ne suis pas président d'un parti, je ne suis pas ministre, je ne suis pas ancien ministre, je ne suis pas ancien président d'institution. Les fonctions politiques les plus importantes que j'ai jamais exercées sont celles de conseiller spécial du président Guillaume Kibafori Soro. Et aujourd'hui, je suis président de la commission formation et livre du mouvement Génération et Peuple Solidaire. C'est tout. Voilà mes fonctions dans le domaine politique. Obama m'écrit. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Et je ne vous parle pas de ça pour vous dire que je suis quelqu'un d'important. Je n'ai pas besoin de ça pour être important. Et depuis pratiquement 2012-2013, moi je ne réponds plus au courrier de Barack Obama. Il peut m'écrire tout ce qu'il veut. Parce qu'il a mes mails, il a mon numéro de téléphone, il a tous les moyens de m'écrire. Il a tous mes réseaux sociaux. Ils sont très forts pour tout faire pour vous écrire. Vous trouvez même quand vous êtes caché derrière, je ne sais pas, une forêt. Eux là, avec vos contacts, une fois qu'ils les ont, ils vous trouvent toujours pour vous écrire. Moi je ne réponds plus au président Obama parce que j'estime qu'il ne s'est pas amendé, il n'a pas reconnu le tort immense qu'il a fait au continent africain en participant au saccage de la Libye, à la déstabilisation qui continue aujourd'hui en Afrique. Tant que Barack Hussein Obama n'a pas répondu de sa responsabilité dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu par sa faute en Libye avec l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et l'invasion du Sahel qu'il a assumé le 27 mai 2011 à Deauville devant l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Moi, Franklin Nyamsi Cameroun Africa, je ne réponds plus à un courrier de Barack Obama. Beaucoup de mes amis à travers le net m'ont écrit pour me demander, mais non, il faut être poli, il faut répondre. Mais on n'est pas obligé de répondre, même si c'est un président qui vous écrit, mais pas obligé de lui répondre. On répond quand on a envie. Et il faut que nous, citoyens, là, on apprenne à se respecter. Si vous ne vous respectez pas, on ne va pas vous respecter. Hein. Qui vous a dit que vous êtes obligé de répondre à quelqu'un parce qu'il est président ou il a été président? On n'est pas obligé. Moi, je ne me sens pas obligé de répondre à Obama. Parce que le différent politique qui nous oppose n'a pas été résolu. Et je ne suis pas un flatteur, moi. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je le fais savoir à mon vision et je ne te fais plus d'amabilité. C'est tout. Pourquoi vous voulez que je lui écrive pour lui répondre? Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien. Et même nos dirigeants là, ne sont pas obligés de répondre à tous les messages de félicitations. Il y a quelqu'un qui est dans une coalition mondiale pour te tuer, puis il t'écrit message de félicitations après ton élection, il t'écrit message de félicitations pour ceci. Est-ce que tu es obligé de répondre? La diplomatie africaine véridique, c'est aussi qu'on n'est pas obligé de répondre à des gens qui ne nous intéressent pas. Il faut les laisser parler. Donc, je vous laisse juste insister sur cet exemple pour vous dire que vraiment, ce monsieur Tidiane Thiam là, c'est pas la peine. Son niveau de naïveté est inquiétant. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'avoir ce type de candidat à la présidence de la République. Des hommes qui n'ont pas une estime suffisante d'eux-mêmes et qui osent se vanter publiquement d'avoir l'autographe d'un ancien président américain, qui est d'ailleurs honni sur le continent africain pour son rôle majeur dans la déstabilisation subie par l'Afrique. Qui lui a dit qu'Obama a été encore aimé par les Africains? Il n'y a que les Africains endormis, les Africains à peine réveillés, qui sont encore fascinés par Obama après tout ce que nous savons. Mais du coup, le poignard qu'il a planté dans le dos du peuple africain à travers le saccage de la Libye. Partout où Obama va passer en Afrique et qu'il va rencontrer les Africains éveillés, on va lui dire, Mr. President Obama, you are responsible of destabilizing Africa. You killed Gaddafi. You destroyed Libya. And Libya is unstable even today. You invaded the Sahelian zone. And you were helped in that operation by those terrorist organizations. Your countries of the NATO created in the Middle East. And those organizations are called Al-Qaeda and the Islamic State. And we know that your services are responsible of supporting many of them in the Middle East, like elsewhere in the world. So for us Africans, you have an enormous debt, President Obama. You have an enormous debt in Africa. We don't believe, again, your propaganda of democracy, human rights. I am a dynamic leader. I am a good guy. Look like I smile like an angel. We don't have that look on you again in Africa because we know you are guilty of abandoning the continent of your father to rapacious killers. You are involved in the strategy of disaster capitalism against Africa. That's why I don't personally answer to your letters because I am deceived, deeply deceived about your way of doing. I wrote you many individual letters to tell you that I will no more support you. So that's why when you wish me Happy New Year, it makes nonsense for me. Nonsense for me at all. Your Happy New Year, President Obama. Let me tell you clearly in Mondo Vision that I don't need your letters. There is somebody in Ivory Coast, his name is Tidiane Thiam. He needs your autographs. Please send him more. Please write him more letters because he needs your letters and your signature to feel that he is alive. Write him. People like me, we are free minds and we don't support any kind of bigotry. Let it be clear. And I have said it straight. I'm not a bigot. So if I don't think good, if I don't think good about you, I will not tell you good. That is clear. Donc, mes chers amis, moi, j'ai eu également l'honneur de rencontrer et de connaître de nombreux hommes d'État, des chefs d'État, des hommes politiques de premier rang. Quand j'allais dans sa maison d'Abidjan, rendre visite à mon leader, ami et frère, le président de Génération et Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, actuellement candidat à l'élection de 2025 dans ce pays. Quand Ouattara aura sa main levée de la décision de qui a le droit de venir aux élections en Côte d'Ivoire ou pas. Mais enfin, quand même,
Mais quelles sont les preuves de rencontre avec les grands dirigeants du monde que moi je n'ai pas vu? Et je suis toujours marqué par la simplicité, la modestie du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro n'en a jamais fait l'étalage. Il y avait tellement d'indices, il y avait tellement de classes de passage de tous les grands personnages de la Terre, les secrétaires généraux des Nations Unies, les chefs d'État africains. Il y a même des gens qui étaient opposants africains et qui venaient chez Guillaume Soro chercher du soutien pour leur campagne. Ils sont maintenant présidents en Afrique. Je voyais tout ça. Je les voyais passer là. Où est-ce qu'il n'est pas allé dans le monde? Aux États-Unis, il a rencontré la quasi-totalité des dirigeants américains les plus importants de son temps. En Europe, ici, partout. Juste en Asie. Hein? Je retrouvais tout à l'heure les traces de sa visite au royaume du Cambodge, où il a rencontré le roi Norodom Sihanouk, des choses comme ça. Alors, si Guillaume Soro, c'était vraiment un inventaire à la Tidiane, on n'allait pas respirer ici. Alors, Guillaume Soro peut se lever du matin au soir, prouver qu'il a rencontré telle grande personnalité, et puis les autographes, c'est rempli dans sa maison. Là. Les livres d'or signés par tel. Le président Guillaume Soro n'en fait pas étalage, parce qu'il ne veut pas inspirer en Côte d'Ivoire ce style politique frelaté qui consiste à se légitimer toujours par le regard de l'étranger. Ah, Obama m'a envoyé autographe, donc il faut me regarder. Tidiane doit respecter l'intelligence des Ivoiriens. En 2025, là, c'est pas avec les autographes d'Obama qu'on va tromper les Ivoiriens. Guillaume Soro, là, il n'avait pas 30 ans, il était déjà assis sur la même table que les Jacques Chirac. Il était assis avec les dirigeants européens, là. Il discutait avec les Thabo Mbeki, les Olusegun Obasanjo. Il était assis avec eux. Même pas 30 ans, à peine 30 ans. Mais il ne nous fatigue pas tous les jours avec ça. Quand nous nous sommes assis avec lui, il n'est pas en train de dire ah, Franklin, tu te souviens comment j'étais un grand type? Jamais. Le président Guillaume Soro n'a pas le temps de ça. Il sait que quand tu es un homme qui a de la valeur, tu n'as pas besoin de proclamer tes preuves tout le temps, de proclamer ton autobiographie tout le temps. Il faut réaliser, continuer à réaliser. Ce sont tes réalisations qui parleront pour toi. Et puis, tout homme marche en laissant des traces. Donc, on arrête de fatiguer les Ivoiriens avec un autographe. Autographe d'Obama, on fait rien avec ça. Je dis on fait rien avec ça. Même sa lettre là, on fait rien avec ça. Je ne vais pas lui répondre. J'ai son mail, je ne vais pas lui répondre. Je lui ai déjà écrit au moins 3 lettres individuelles pour lui expliquer mon désaccord avec sa politique. Il n'a jamais répondu sur le fond à ces lettres. Donc, moi aussi, je ne réponds pas à ces courriers de flatterie. Hein? Des courriers qui sont structurés tels qu'il peut écrire le même courrier même à 2 millions de personnes. Parce que ce sont des courriers qui sont montés pour s'adresser à tous ses soutiens, à tous ses amis à travers le monde. Nous tous, on connaît ça. Nous tous, on connaît ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'autographe qu'il a écrit pour Thiam et qui manque à ce qu'il a écrit pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autographe? Hein? Il me parle ici, il ne m'appelle pas mon prénom directement. Il finit par son prénom. Moi, je ne suis même pas un ancien président. Voilà comment il me parle. Donc, si j'étais un fanfaron, moi aussi, j'imprime ça et puis je commence à marcher. Obama m'a écrit. Et si tu as écrit, non, oh, vraiment, tu vis pour rien. Bon, arrêtons ça. Le leadership africain n'a pas besoin d'une légitimation extérieure. Les racines du leadership en Afrique sont dans l'amour que le leader a pour son peuple et que le peuple a pour son leader. Le service sacerdotal désintéressé qu'il est prêt à lui rendre. Les racines de la valeur du leadership africain, c'est d'épouser les modèles positifs des Africains qui se sont battus pour l'émancipation de l'Afrique, l'amélioration du sort des populations africaines et qui y ont mis le meilleur de leur talent. Le véritable leadership politique africain est d'essence panafricaniste révolutionnaire. Ce sont les grands panafricanistes révolutionnaires des siècles passés et du présent qui sont les modèles sur lesquels tout Africain doivent marcher. Pas les autographes d'Obama, pas les flatteries de Sarkozy ou de Macron, ou de je ne sais qui d'autre. C'est même pas les autographes de Poutine qui font la valeur du leadership africain. Non. Le leadership africain, sa valeur se fait dans le contact à ton peuple, dans la reconnaissance que ton peuple a pour toi, dans l'écoute que ton peuple te donne, dans le soutien, la solidarité que tu incarnes pour ton peuple et la solidarité que ton peuple a pour toi. Ça filme ton leadership. Oui, je sais pourquoi les néocolonialistes et les satrapes reptiliens africains me détestent. Ils me détestent parce que les Africains m'aiment. Même tous les procès qu'on me fait en France, c'est parce que les Africains m'aiment. Si je n'étais pas aimé par les peuples africains, si je n'étais pas aimé par des millions d'Africains, on ne m'aurait pas fait toutes les persécutions que je subis. Quand ton peuple t'aime, les ennemis de ton peuple te détestent. C'est tout. Donc moi, ce n'est pas l'autographe de Barack Hussein Obama qui me permet d'admirer un dirigeant africain. Ce qui me permet d'admirer un dirigeant africain, c'est son action réelle pour l'émancipation du continent. Est-ce que ce dirigeant est pour la fin de l'occupation militaire du sol africain par les troupes étrangères? Est-ce que ce dirigeant est pour le démantèlement de la monnaie, l'escroquerie mondiale du franc CFA? Est-ce que ce dirigeant est pour la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains? Est-ce que ce dirigeant est engagé pour la renaissance de la civilisation africaine et l'inspiration des institutions africaines de notre civilisation? Si un dirigeant africain remplit ces 4 critères, voilà, moi j'ai envie d'avoir son autographe. Voilà les autographes que nous on veut. Parce que ce sont des autographes de gens qui sont au service de notre cause, la cause commune. C'est ça qui nous intéresse. Pas les autographes d'Obama. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique, lui? Pour que je cherche son autographe. Bon, écoutez, c'est le premier sujet par lequel je voulais commencer. Et je voulais inviter M. Tidiane Thiam à regarder les grands hommes d'État qui sont là en Côte d'Ivoire et qui ont rencontré les plus grands hommes du monde, qui ont exercé les plus hautes fonctions de Côte d'Ivoire. Ils ne passent pas leur temps à se vanter pour un autographe. Le président Babou est là. Qui est-ce qu'il n'a pas rencontré? Qui est-ce qu'il n'a pas reçu? Qui ne l'a pas reçu? Même, il a fait de grandes visites d'État. Il était en Chine, il était reçu sur tapis rouge en Chine. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme visite dans le monde? Le président Guillaume Soro est là. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, de 2 présidents différents. Il a été président de l'Assemblée nationale pendant pratiquement 8 ans. Il a été ministre d'État dans ce pays. Qui est-ce qu'il n'a pas rencontré dans le monde là? Mais il ne passe pas son temps à nous fatiguer avec ça. Oh, on m'a donné autographe. Non, ça suffit. Arrêtez d'infantiliser les Ivoiriens et les Africains avec des références frélatées à des cadeaux tout simplement insignifiants. Des références frélatées à des cadeaux insignifiants. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais vraiment commencer par dire non. Si c'est pour les lettres d'Obama, on a ça. Et puis mes frères et sœurs, les militants de la Amérique, calmez-vous. Dites à votre leader d'arrêter de se vanter pour des autographes, d'arrêter de se comporter comme un enfant. Il faut prendre la politique au sérieux. Il faut prendre la politique au sérieux. Il faut prendre la Côte d'Ivoire un peu plus au sérieux que ça. C'est quoi ça là? Ah, go, Obama m'a donné autographe. Et vous aussi, vous applaudissez ça. Ça, c'est une auto-émasculation de la politique ivoirienne. On m'a donné autographe. Si vous venez à mon bureau, vous allez voir ça, ça est là-bas. On te dit ça, tu applaudis. Tu te rends pas compte que quand tu danses, ton cerveau s'est envolé. Donc, on est vite. Oh, vraiment. Yako, en ce qui voit un homme politique parce qu'il a un autographe. Pitié. Yako a tous mes frères et sœurs de la Tchadie. Oh, il a un autographe d'Obama. Mais il n'a pas dormi dessus. Il met ça dans son oreille et puis il est où mon autographe d'Obama là? J'ai pas vu ça ce soir, j'ai dormi. Oh, on peut être guéri comme ça. Et puis ne vous plaignez pas. C'est lui qui a dit que nous, on était des serpents dans son pantalon. Mais on va bien le piquer. Il a cherché ses serpents dans son pantalon, non? C'est Grotal, il va voir. On est là. Et nous, on n'est pas haut. Donc voilà, quand tu nous as cherché, tu nous as trouvé. Faut dire à tes militants, tu étais là, on t'a rien fait. Tu as commencé à t'agiter, tu es arrivé sur nous. On va t'appeler que ton pantalon là, vraiment, même te promener avec pantalon. Même quand les gens la trajet. On n'est pas nous chercher. On est là comme ça. On n'est pas les palabres, mais quand voilà nous aime, on répond. Il faut revenir avec un autre photographe. La reine d'Angleterre m'a signé un autographe. Il faut venir avec ça. On attend.
D'accord. On est en 2025. 2025. On est déjà. Ah, quand même. Bon, la suite. On a un joli programme là. Je vous ai dit que c'était le festival des vérités crues, n'est-ce pas? Alors, ceux qui ont des autographes de Barack Hussein Obama, s'il vous plaît, épargnez-nous ce spectacle. Nous, on fait rien avec ça, Abidjan. On fait rien avec ça. Rien. Et nulle part ailleurs en Afrique. On fait rien avec ça. Deuxième sujet, Patrice Talon fait les yeux doux à l'armée béninoise. Mais qui va le croire? Alors, je vais essayer de vous montrer les images qui m'ont vraiment marqué. C'est le président Patrice Talon, président du Bénin, qui a décidé de manger à la soupe, à la cantine avec son armée. Moi, j'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Patrice Talon, à la cantine militaire, en train de manger avec à la cantine militaire, en train de manger avec les soldats. J'ai regardé la scène comme ça, j'ai dit, attendez que je réfléchisse un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le président Talon? Parce qu'en fait, et puis il a fait faire un reportage, là-dessus, assez remarquable, hein? Un petit reportage doucereux, attendrissant, qui le présente comme étant tombé amoureux de l'armée béninoise. Entre Talon et l'armée béninoise, il y a littéralement, c'est une véritable idylle qui a commencé. C'est comme s'il rencontrait l'armée béninoise pour la première fois. Que lui, il est puceau et puis l'armée béninoise est vierge. Imaginez un puceau qui drague une vierge. On m'appelle Patrice Talon. Je crois que je suis amoureux de vous. Mais n'ayez pas peur, je ne sais pas encore aimer. Et puis l'armée béninoise, ah oui, c'est vous Patrice Talon. Je suis une armée vierge. Je suis tellement ému de vous rencontrer, monsieur Talon. Alors que me voulez... J'ai regardé la séquence là, j'ai dit, mais Talon est dangereux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Attendez, on va retrouver la séquence. C'est juste incroyable. Patrice Talon, tendrement amoureux de l'armée béninoise. C'est quand même fort, hein? Monsieur Talon, on peut faire ça? J'ai trouvé ça particulièrement touchant. J'avais publié la vidéo ici pour que personne vraiment ne rate cela. Parce que c'était vraiment touchant, hein, Patrice Talon. Attendez, je vous la remonte là. Je crois que je peux la retrouver. Il faut qu'on voit toute cette scène. Vraiment, si ça venait du fond du cœur, qu'est-ce que ça serait touchant? Qui ne serait pas content que le président béninois ait cette attitude d'empathie, de compassion, de respect, d'amour, de tendresse envers son armée? C'est vraiment très touchant. Comment j'ai appelé ça? On ne peut pas respecter l'armée du Bénin et la mettre en concurrence. C'était le 31 décembre 1900. Voilà. Je vais retrouver ça ici. Talon m'a vraiment ému ce jour-là. Alors j'ai écrit, on ne peut pas respecter l'armée béninoise, et la mettre en concurrence, sur son propre territoire avec l'armée rwandaise, sur son propre territoire. Parce que vraiment, ce qui est quand même étonnant là, c'est pourquoi tout d'un coup cette déclaration d'amour à l'armée béninoise. Hop, voilà, j'ai retrouvé un peu ça. J'ai retrouvé ça. Oh là là, j'ai un souci au niveau du volume. Là. Voilà, j'ai trouvé. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Le vrai moment inattendu. Bon, voilà, hop. C'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme... Je vais vous reprendre l'élément. Le vrai moment inattendu. C'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Ouais. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant de repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples, mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui chaque jour se battent pour que vive en paix tout un pays. Voilà donc le petit reportage qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, pourquoi Talon éprouve-t-il le besoin de bichonner cette armée comme ça? C'est un peu comme quand vous avez fait du mal à quelqu'un, la personne ne le sait pas, et vous lui donnez un cadeau sans raison. Parfois, la personne même qui vous connaît, si vous êtes une mauvaise personne, la personne va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Et cette personne, si elle réfléchit bien, va dire, si ce cadeau m'est donné, c'est-à-dire que celui qui me l'a donné se reproche quelque chose, il faut que je réfléchisse. Bon, que se reproche Patrice Talon? Mais il se reproche d'avoir exactement mené la politique contraire à celle qui est présentée dans ce reportage. Une politique du mépris, une politique de la méfiance, une politique de la non-considération envers son armée. C'est ce que Patrice Talon a fait. Exactement le contraire de ce que dit le journaliste à la voix suave. Je dis que le journaliste, là, il peut vendre des glaces au pôle Nord. Non, le monsieur est doucereux. Écoutez sa voix. Écoutez le thème de la voix du monsieur. Ça, c'est là où vous comprenez que la flatterie atteint un niveau pas possible ici. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. C'est-à-dire que le journaliste parle comme s'il était en train de dire une messe. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Inoubliable. Donc, en fait, il s'agit littéralement d'attirer le peuple béninois et l'armée béninoise dans un berger, dans un enclos, et de les enfermer, à la manière du berger qui veut faire rentrer ses moutons, qu'il craint de voir perdre ou être perdu dans la plaine. Venez, mes petits moutons, je suis votre berger qui vous attend. Venez donc, je vous aime. C'est littéralement ça le message. Hein? C'est-à-dire que Talon prend les militaires béninois là, pour des mougous, des kengematoy, il les prend pour des boubourous, des boubazos, il les prend pour des gaou, pour des nyata,
Il les prend pour des dungourous. Parce que, en fait, je vais vous donner la preuve que le monsieur là, il mène exactement la politique contraire de ce qui est dit dans le reportage. Voici les preuves qu'il mène la politique contraire à ce qui est dit dans le reportage. Il ne faut pas qu'on dise ici que je suis en train de régler je ne sais quel compte avec le président Talon. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je critique une politique, j'ai documenté les preuves. Première preuve que Patrice Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Il s'est permis d'aller chercher l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité au Bénin. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Ce sont les Rwandais qui sont dans son dispositif stratégique le plus proche. Écrivez les preuves. Ah, tu ne peux pas dire que tu aimes cette armée, que tu es uni à cette armée, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec cette armée. Alors que c'est en Kagame que tu crois, et non pas en tes généraux. Ah, écris ça. Écrivez ça. Ça, c'est la preuve 1. Deuxième preuve. Mais ce monsieur Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Parce que sans avoir consulté l'armée béninoise, il avait, dans le cadre de la CEDEAO, aux côtés du Nigeria de Tinubu, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Ghana de Nana Akufo-Addo, il a déclaré la guerre contre le Niger. Oui ou non? Vous vous souvenez que Talon, là, a pris la responsabilité, alors que les militaires béninois ne lui ont même pas dit qu'ils sont prêts. Il a pris la responsabilité de déclarer la guerre. De dire qu'il allait attaquer militairement le Niger. Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez qu'il n'a pas fait. Ça fait preuve 2. Ce monsieur n'a pas de respect pour cette armée. Parce que quand tu respectes ton armée, tu ne vas pas déclarer des guerres que tu sais que ton armée ne veut pas faire. Est-ce que Talon, là, ne savait pas que l'armée béninoise ne veut pas combattre ses frères et sœurs du Niger? Pourquoi l'armée béninoise doit-elle aller tuer les Nigériens? Parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Mais combien de coups d'État y a-t-il eu au Bénin sans que l'armée nigérienne se mêle des affaires béninoises? Patrice Talon, s'il avait une toute petite mémoire de l'histoire du Bénin, qui s'appelait précédemment le Dahomey, est-ce qu'il se serait jamais associé à une déclaration de guerre pour cause de coup d'État contre un pays? Jamais. Parce que terre de coup d'État, le Bénin le fut. C'est vrai ou c'est faux? Vous écrivez. Deuxième preuve. Patrice Talon méprise l'armée béninoise parce qu'il s'est permis de déclarer la guerre contre le Niger, contre l'avis de l'armée béninoise. Je ne dirai rien de faux sur Patrice Talon. Ça, c'est le deuxième point. OK. Troisième point. Troisième preuve que ce monsieur ne respecte pas cette armée. Non seulement il a mis son pays sous occupation militaire rwandaise, mais il méprise son armée puisqu'il déclare des guerres sans s'être assuré que son armée a même l'intention de les faire. Mais il y a un troisième point incontestable. Toutes les accusations de servir de base arrière à la déstabilisation des pays de l'AES, toutes les accusations principales qui sont formulées et documentées par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, elles impliquent le Bénin. Dans sa dernière sortie, le président Abdourahmane Tiani du Niger a même donné les coordonnées géométriques, géographiques, géodésiques des bases militaires ou des forces étrangères à l'Afrique organisent la déstabilisation du Sahel et le soutien au terrorisme. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds qui démontrent que celui qui croit en la campagne de charme de Patrice Talon auprès de l'armée béninoise a soit un problème de mémoire, et celui-là est pardonnable parce qu'il souffre d'un problème de mémoire, il est amnésique, soit il a un problème de bonne foi. Et dans ce deuxième cas, c'est grave. Pour croire au mot doux de Talon à l'armée béninoise, il faut ne pas connaître les 3 éléments que j'ai cités. 1. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il s'est confié à l'armée du Rwanda. 2. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisque lui déclare la guerre dans le dos de cette armée, sans passer par elle. 3. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il est sous le parapluie géostratégique et géopolitique de l'OTAN, à qui il a donné le territoire béninois comme base arrière. Et les accusations récurrentes et répétées, de mieux en mieux documentées, ont fusé à la face du monde. Patrice Talon, comme Alassane Dramane Ouattara, ne peut plus se cacher au Tinubu, ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. On sait qu'ils sont fortement impliqués dans la déstabilisation du continent, en raison de leur complicité avec les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, organisé l'invasion du Sahel, et qui au Moyen-Orient font ami-ami avec les organisations terroristes qu'elles prétendent combattre en Afrique. Voilà la vérité qu'il faut dire au président Patrice Talon, et il faut lui dire qu'on n'a pas dit ça sans preuve. S'il faut alors rappeler son rôle dans la déstabilisation économique de la sous-région, avec la fermeture unilatérale du port de Cotonou, dans le but de faire mourir les Nigériens, alors la liste pourrait s'allonger ad vitam aeternam. On n'a même pas besoin de tout cela. Je vous donne 3 arguments qui prouvent que Patrice Talon n'aime pas l'armée du Bénin. Et tant pis pour ceux qui au Bénin croient en Talon. Parce que croire en Talon, c'est talonner sa propre intelligence. Croire en Talon, c'est avaler son cerveau. Croire en Talon, c'est fermer les yeux, se boucher les oreilles, les narines. Tout, c'est ne pas être en contact avec la réalité. Le président Talon est objectivement un serviteur de la domination anti-africaine. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sur la base de ses faits objectifs, on peut l'affirmer sans le moindre risque de se tromper. Et voilà pourquoi je l'affirme. D'accord? Donc moi, les scènes d'amour entre le président Talon et l'armée béninoise me rappellent essentiellement des scènes de tromperie. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, maman, c'est du blague et tuer. Quand Tikendia avait encore tout son cerveau, il avait chanté ça. C'est le festival des vérités crues qui continue. Nous allons passer au 3e sujet. Hein? On a clarifié? En tout cas, les militaires béninois qui croient en lui, voilà. Pour croire en ce que raconte Talon, il faut s'être décérébré. Écrivez ça. Si tu as ton cerveau, tu ne crois pas en lui. Le festival des vérités crues se poursuit. J'espère que cela vous plaît. Alors partagez l'émission. N'ayez pas peur. Pourquoi vous ne la partagez pas suffisamment? Il y a des plateformes sur lesquelles le quorum n'est pas atteint. Donnez l'émission au peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a peur ici? Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Partagez l'émission. Donnez ce programme à toute l'Afrique. Je salue mes frères et sœurs au Bénin, mes amis personnels au Bénin. Et je réitère ici au président Talon, je n'ai pas un problème personnel contre lui. Je le juge sur pièce. Je juge sur ses actes. C'est ce qu'il fait qui me sert de base pour émettre un jugement sur sa politique. Sa propre personne ne m'intéresse pas. Son programme, son projet de 3e mandat, il a intérêt à quitter dans ça. Pendant qu'il est encore temps. Sinon, il y aura un coup d'État contre lui. Si ce n'est pas un coup d'État France-africain, ce sera un coup d'État révolutionnaire. On connaît les 2 sortes de coups d'État qui arrivent. Qu'il fasse très attention et qu'il se prépare à quitter le pouvoir, sans chercher des déboires. Alors, s'il a pris l'argent public du Bénin, il commence à la pousser. Parce que la justice aussi va lui demander d'expliquer sa fortune suite. Il faut qu'il soit prêt à ça. Oui. Ce sont des vérités. Si vous aimez même le président Talon, il faut lui dire ça. Que les Béninois ne sont pas prêts à ton 3e mandat. Que les Béninois voient bien comment vous emprisonnez tous les opposants à tour de bras, dans l'espoir de pouvoir imposer votre maintien à la tête du pays et vous protéger des casseroles que vous faites. Ça ne va pas marcher au Bénin. Hein?
Le grand peuple africain du Bénin, il y a des limites. Hein. Lui aussi, il y a son quart d'heure où tu ne vas pas le reconnaître. Attention, monsieur Talon, à vos manœuvres. Talon, ouais, nous, Wingen. Talon, à Wingen. Talon, Wingen. Bon, continuons, on a quand même un joli programme aujourd'hui. On a un joli programme, on passe au point suivant du Festival des vérités crues. Alors, je vous ai promis d'aborder en troisième position le sujet suivant. Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye sont mis en difficulté par Alassane Ouattara. Mahamat Idriss Déby Itno, le président maréchal du Tchad, lui, il est un peu en avance. Il n'est pas dans le piège de Ouattara. Alors, c'est un sujet qui peut vous paraître un peu tiré par les cheveux. En quoi Oligui Nguema du Gabon et Bassirou Diomaye Faye sont-ils mis en difficulté par Alassane Ouattara? Et pourquoi je dis que Mahamat Idriss Déby Itno est en avance, qu'il est hors du piège de Ouattara? La raison est la suivante. Les 5 principales bases militaires que la France avait en Afrique sont Libreville au Gabon, les bases militaires françaises au Tchad, les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, les bases militaires françaises à Djibouti et les bases militaires françaises au Sénégal. C'est ça qu'on a appelé pendant très longtemps le précaré de la France. Parce que tous les pays d'Afrique francophone étaient réputés encerclés militairement par les armées françaises. Ils étaient pris dans cette espèce de carré long, de rectangle, où les troupes françaises quadrillaient littéralement l'Afrique francophone, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises d'Afrique. Et à travers tout ce précaré étaient disséminées des micro-petites bases permettant d'assurer le contrôle sur les dirigeants vassaux de ces pays-là, de maintenir la puissance de la monnaie péage et monnaie d'escroquerie du franc CFA, l'influence culturelle, le contrôle diplomatique et la soi-disant grande puissance de tenante de la plume au nom de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la France. Bon. Quand vous regardez le dispositif tel qu'il est aujourd'hui, vous vous rendez compte que Alassane Ouattara a fait quelque chose. C'est qu'il a essayé d'aider ses patrons néocolonialistes à simuler une fermeture, un retrait de l'armée française qui s'est avéré une ruse, un camouflage du maintien de l'armée française. En ce faisant, Alassane Ouattara a permis à l'opinion, pas seulement ivoirienne, africaine, mais internationale, de regarder de très près ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe au Gabon. Parce que Alassane Ouattara a été pris la main dans le sac du mensonge lorsqu'il a prétendu que les troupes françaises se retiraient de Côte d'Ivoire, alors qu'il s'agit juste d'un transfert symbolique de la base militaire de Port-Boué, le 43e Bima, sous le commandement de l'armée ivoirienne, qui elle-même demeure sous le commandement de l'OTAN, c'est-à-dire entre autres de l'armée française. Ce tour de passe-passe a été heureusement saisi par nos analyses. Et toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique est bien politique. Le monde entier savent qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un retrait militaire français, mais il s'agit d'une réorganisation du dispositif militaire français. En Côte d'Ivoire, on a vu très clairement la stratégie élaborée par le président Macron qui consiste à déguiser les troupes françaises en troupes civiles, en compagnie militaire de sécurité, donc en troupes mercenaires, à rendre invisible la présence des troupes officielles françaises, donc tout en augmentant la présence invisible. La présence visible va être diminuée, mais de l'autre côté, on augmente la présence invisible. En Côte d'Ivoire, ça a été vu très clairement. D'autant plus que, dans son audition en février 2024 devant la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, l'ancien sous-chef d'état-major de l'armée française, par ailleurs maintenant président d'une compagnie de mercenaires appelée GEOS, le général Didier Castres, a été très clair et il a expliqué que militairement, la France continue à contrôler le port autonome d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, et pratiquement toute la région de l'Homo Nord, à travers désormais des compagnies armées privées, des compagnies de sécurité privées, c'est-à-dire des compagnies mercenaires, à la tête desquelles il était. Et que c'est ce modèle d'invisibilisation de l'armée française sur le continent africain qui désormais était viable. Le général Didier Castres a dévoilé en plein jour ce plan. Le deuxième à avoir dévoilé ce plan, c'est le représentant spécial du président français en Afrique, l'ancien secrétaire d'État, Jean-Marie Bockel. Monsieur Bockel a publiquement dit qu'en septembre 2023, la France avait été capable de mobiliser 2000 hommes à partir de la Côte d'Ivoire pour intervenir militairement au Niger et tenter d'y restaurer le vassal france-africain notoire, Mohamed Bazoum, le junker de Niamey qui a fait boum. En le disant, Jean-Marie Bockel avouait donc qu'en 2024, la France n'avait pas renoncé à sa politique interventionniste en Afrique, mais qu'elle avait décidé de la déguiser sous la forme d'intervention éclair, sur le modèle de celle qui a été envisagée en septembre 2023, mais qui a été contrecarrée justement par la création de l'Alliance des États du Sahel et par l'alliance géopolitique, géostratégique entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Fédération de Russie notamment. Donc, pour revenir ici, on voit que Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye sont mis en difficulté comment? Ils sont mis en difficulté parce que c'est la même stratégie qu'ils veulent mettre en place avec Paris, au Gabon et au Sénégal. Alors qu'ils étaient en train, en tout cas notamment pour Bassirou Diomaye et Sonko, de faire de grandes déclarations ayant pour but de soulager les aspirations panafricanistes populaires du peuple sénégalais, voilà que les maladresses de Ouattara, la grossièreté de Ouattara qui a révélé tout le stratagème, font que désormais Sonko et Diomaye ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalais. Ils ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalais parce que maintenant, les Africains regardent et demandent que soit respectée la typologie élaborée par le docteur des preuves. La typologie entre les vrais et les faux retraits. Que dit cette typologie entre les vrais et les faux retraits? C'est une typologie en 4 points. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes? Et qu'est-ce que c'est qu'un faux retrait? Je l'ai démontré dans le document publié aujourd'hui même. Un document que vous retrouverez aisément sur toutes mes pages. Un véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique remplit 4 conditions. Première condition, rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Donc, rupture des accords. Or, vous voyez que ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon, ni le Sénégal n'ont rompu les accords de coopération militaire et de défense avec la France. Donc, à cause de Ouattara maintenant, on voit très clairement que, en fait, ils ne sont pas pour un retrait véritable des forces françaises, mais pour leur réorganisation, leur reconfiguration, leur camouflage. Deuxième critère, le véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique se fait par une décision unilatérale et souveraine de l'ex-pays colonisé. Pourquoi? Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Un vrai retrait, c'est le pays colonisé, le pays anciennement colonisé qui décide. Il n'y a pas de négociation avec le pays colonisateur ou ex-colonisateur pour que cela se fasse comme il veut ou quand il veut. Non, on lui dit tu pars. Et ça, c'est un indice d'un vrai retrait, c'est-à-dire une volonté de souveraineté. Troisième indice, un vrai retrait s'accompagne de l'invalidation concomitante des alliances militaro-politiques plus larges avec les puissances néocolonialistes et impérialistes. Et je pense ici à la plus large alliance avec l'OTAN. Un pays qui demande le retrait de l'armée française ne peut pas être en alliance avec l'OTAN, puisque l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, comprend en son sein la France. Si tu prétends demander le retrait de l'armée française de ton sol, alors que tu autorises l'OTAN à être présente sur ton sol, tu as fait sortir par la porte ce que tu fais entrer par la fenêtre. Donc en fait, tu fais du surplace. Là encore, sont en difficulté des pays comme le Sénégal et le Gabon, tout comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Ouattara, toute l'année 2024, il a ouvert large les portes de la Côte d'Ivoire à l'armée américaine. Il a désigné une zone pour une base à Oudjéné.
les officiers supérieurs américains siègent dans l'état-major de la Côte d'Ivoire. L'OTAN a ses bureaux dans le siège de la CEDEAO. Elle a ses bureaux à l'intérieur de toute la hiérarchie de l'armée ivoirienne. Le bureau du chef d'état-major en Côte d'Ivoire est partagé avec des officiers de l'OTAN. On ne peut pas d'un côté demander à l'armée française de se retirer de Côte d'Ivoire et de l'autre côté inclure l'OTAN qui comprend l'armée française à l'intérieur du commandement militaire ivoirien. Or, cette contradiction, elle est flagrante au Gabon. Elle est flagrante au Sénégal. Elle est flagrante en Guinée-Conakry même. D'accord? Donc voilà un troisième élément qui permet de savoir si on a affaire à un vrai retrait. Enfin, le vrai retrait, c'est le démantèlement simultané des troupes officielles. Ça, c'est le quatrième critère. Démantèlement simultané des troupes officielles, donc des armées, des puissances néocolonialistes et impérialistes, et en même temps, démantèlement des troupes officieuses, c'est-à-dire des troupes cachées. Je parle des compagnies mercenaires, des sociétés militaires privées, des sociétés militaires de sécurité, des ONG ayant des équipes de sécurité. Tout ça doit être démantelé en même temps. Vous ne pouvez pas d'un côté demander officiellement à des armées d'anciennes puissances coloniales, de puissances néocolonialistes et impérialistes de quitter votre sol, alors que votre pays est rempli de militaires privés, qui dans le cadre de ce qu'on appelle les SMP, sociétés militaires privées, dans le cadre des ONG, dans le cadre des sociétés de mercenaires, des sociétés de sécurité et de gardiennage, remplissent votre pays. Les Africains qui m'écoutent doivent savoir que l'Afrique est envahie par des centaines de sociétés militaires étrangères. L'Afrique est envahie par les mercenaires. La plupart des puissances qui se sont officiellement retirées du continent africain avec leurs armées sont revenues sur le continent africain à travers les sociétés militaires privées, à travers les sociétés de mercenaires, à travers les sociétés de gardiennage et de sécurité. Quand on veut donc procéder à un retrait de cette puissance, il faut procéder à un diagnostic total de la présence des sociétés militaires privées, des compagnies de mercenaires, des sociétés de gardiennage. Il faut les passer toutes et sans exception au peigne fin et ne pas en laisser une seule qui soit à la solde de ceux qu'on a clairement exclus de toute présence sécuritaire armée sur son sol. Voilà les 4 critères du véritable retrait. Et Alassane Ouattara, par sa maladresse, nous a permis d'élaborer cette typologie qui va servir littéralement de tour de contrôle aux Africains. Grâce à cette typologie, nous avons donc élaboré aussi les 4 critères du faux retrait. À quoi reconnaît-on le faux retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique? C'est pas compliqué. Il y a aussi 4 critères. Premier critère, absence de rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Tout pays dans lequel les accords n'ont pas été dénoncés. Le retrait dont il parle, c'est un micmac. C'est de la dissimulation, c'est de la ruse, c'est pas un retrait. Et c'est la situation du Sénégal, c'est la situation du Gabon, c'est la situation de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui n'ont pas dénoncé les accords de coopération militaire. Ce sont des pays qui n'ont pas mis fin à ces accords. Voilà pourquoi, en réalité, ce sont des pays qui restent sous contrôle militaire de l'ancienne puissance coloniale. Deuxième élément, qui prouve que c'est un faux retrait. Lorsqu'on parle d'une décision soi-disant concertée entre la puissance néocolonialiste et le pays colonisé, c'est de la ruse, du camouflage, et non une vraie rupture de la domination. Il n'y a jamais eu de concertation entre le pot de fer et le pot de terre, entre le colonisé et le colon. Comme le disait Frantz Fanon, la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Cette phrase de Fanon veut dire que le colonisé doit démanteler toutes les structures de la domination. Et pour cela, il ne doit demander la permission à personne. Toute liberté qui passe par la permission que l'autre nous donne d'être libre, cesse par là même d'être liberté pour devenir pseudo-liberté. Troisième critère des faux retraits, c'est le maintien des alliances militaro-politiques plus larges avec des puissances néocolonialistes et impérialistes. Tu ne peux pas dire, je demande à une armée d'une ancienne puissance coloniale, néocoloniale ou impérialiste, je lui demande de quitter mon sol. Et en même temps, autoriser qu'il y ait une alliance plus grande dans laquelle la même puissance va avoir ses hommes. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander à l'armée française de quitter le sol africain tout en permettant à l'OTAN de s'installer. Parce que la France est membre de l'OTAN. Il n'y a que des peuples sous-informés qu'on peut tromper avec ça. Il n'y a que des citoyennes et des citoyens africains sous-informés qu'on peut tromper avec ça. Tout Africain, tout analyste politique qui s'efforce de regarder la composition de l'OTAN saura que l'OTAN est composée de toutes les anciennes puissances négrières, colonialistes et impérialistes occidentales. Alors vous ne pouvez pas dire, vous ne voulez pas des troupes de cette puissance sur le sol africain et par ailleurs, vous êtes ouvert pour ouvrir des bases de l'OTAN. Hein? Comme la tentation existe encore au Cameroun, comme c'est le cas au Gabon, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville, comme c'est le cas en Guinée équatoriale, comme c'est le cas, la tentation existe encore en Centrafrique, comme c'est le cas au Nigeria, comme c'est le cas, la tentation existe encore, c'est déjà le cas au Ghana, la tentation, c'est déjà le cas au Bénin, c'est le cas en Guinée-Conakry, c'est le cas. Vous voyez, ces gens-là ne peuvent pas dire, nous ne voulons plus de l'occupation militaire française, alors qu'on les voit très bien en plein jour vouloir l'occupation militaire de l'OTAN. Tu ne peux pas vouloir le plus et dire que tu ne veux pas le moins. L'OTAN, c'est comme ça. La France, c'est comme ça. Si tu veux l'OTAN, tu veux la France, militairement parlant. D'accord? Donc, personne de ces pays qui sont en réalité en vassalité avec l'OTAN ne vienne vous dire qu'ils sont en train de fermer les bases militaires françaises. Ce n'est pas vrai. Avant-dernier critère. Comment on sait que c'est un faux retrait? Quand il y a absence de démantèlement simultané des troupes officielles et des troupes officieuses. C'est-à-dire quand les compagnies de mercenaires, les sociétés privées de sécurité de gardiennage contrôlées par ces puissances étrangères restent dans le pays. Tout pays où ces gens-là restent est un pays où il n'y a pas eu de retrait. Parce que ce qu'on observe, c'est la reconversion du personnel militaire officiel en personnel militaire officieux, conformément à la stratégie révélée par les propos du général Didier Castres en février 2024 devant l'Assemblée nationale française. Voilà la typologie. C'est pour cela que dans cette typologie, je disais que Mahamat Idriss Déby, le maréchal président du Tchad, a pris une avance certaine par rapport à Alassane Dramane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye, Oligui Nguema. En quoi a-t-il pris une avance certaine? Parce que lui, il a pris le soin de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. Il y a mis fin. Il a coupé le cordon ombilical militaire. Premier point. Deuxième point, il a donné un délai ferme. Il a donné un délai ferme pour le départ du dernier soldat français du sol tchadien, quel que soit le petit camp dans lequel il se trouve. Mahamat Idriss Déby nous dit, je ne veux plus que vous soyez ici. Il a donné un délai ferme. Troisième critère, il est en train de comprendre la nécessité de diversifier son partenariat géostratégique et géopolitique. D'abord, il est en train de renforcer son partenariat avec le général Al-Fatah Burhan au Soudan, en lâchant Hemeti. Il est en train d'aider le chef de l'État soudanais à contrôler la situation au Soudan, parce qu'il veut sécuriser sa frontière nord-est. Deuxième élément, il a de très bonnes relations avec le Niger, du général Abdourahmane Chani. Et qui dit bonne relation avec le Niger, dit par extension potentiellement de bonnes relations avec l'Alliance des États du Sahel. Il lui faut continuer à faire des efforts pour avoir une relation de coopération étroite avec l'AES. Troisième élément, Mahamat Idriss Déby Itno a entrepris un rapprochement avec les puissances du monde multipolaire que sont la Russie et la Chine, sur le plan militaire. Il a entrepris ce rapprochement, même s'il n'est pas encore assez avancé. Donc je dis que lui, il n'est pas tombé dans le piège de Ouattara. Parce que lui, au moins, il a dénoncé les accords de coopération militaire et de défense. Lui, au moins, il a donné un délai. On peut évaluer sa décision en regardant ce que sera le terrain tchadien. Après le 31 janvier 2025, on va pouvoir voir s'il y a encore des troupes de l'ancienne puissance coloniale sur son sol. Et on pourra donc littéralement évaluer sa décision à l'aune de cette réalité. Voilà pourquoi j'ai dit, Alassane Ouattara, par sa grossièreté, par sa manœuvre tellement facile à lire, c'est tellement cousu de gros fil blanc que tout le monde a vu. En réalité, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un retrait. Alassane Ouattara a foutu en l'air l'espoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son cours de nous enfumer.
Il a foutu en l'air l'espoir d'Oligui Nguema de nous enfumer. On sait que tant que ces gens-là n'auront pas dénoncé les accords de coopération et de défense, il n'y a pas de retrait. On sait que tant qu'ils n'auront pas retiré les compagnies militaires privées, les sociétés de mercenaires, des puissances occidentales, il n'y a pas de retrait. On sait que ces gens-là, tant qu'ils seront en train de parler de concertation avec les puissances coloniales, ce n'est pas pour le vrai retrait. On sait que ces gens-là, tant que leurs appareils d'État seront contrôlés par des hommes politiques qui sont en allégeance avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, comme c'est le cas par exemple du général Biram Diop, ministre de la Défense du Sénégal, tant que ce sera le cas, vous pouvez courir. Il n'y aura pas de véritable retrait dans ce pays. Alassane Ouattara, par sa maladresse, a donc littéralement mis dans la merde Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Oligui Nguema, qui se retrouvent avec des pseudo-opérations de retrait qu'ils seront obligés de durcir un peu pour échapper à la colère et même à la fureur populaire. Parce que les Sénégalais ne vont pas aimer qu'on essaye de leur faire ça à l'envers, qu'on ne dénonce pas les accords de coopération. Ils ne vont pas aimer qu'on essaye de reconvertir en compagnie de militaires privés, les compagnies de militaires officiels qu'ils ne veulent plus voir. Les Sénégalais ne vont pas aimer ça. Et il va y avoir donc une tension dans le pouvoir sénégalais, entre l'aile révolutionnaire panafricaniste radicale et l'aile néoconservatrice, néocolonialiste, eh bien, dédiée à la soumission à l'OTAN. C'est quelque chose qui se prépare là-bas et ça explique d'ailleurs l'un des sujets que j'aborde dans la suite de cette émission. Voilà ce que je voulais dire ici. Il me soit permis maintenant d'avancer. Le Festival des vérités crues continue à battre son plein. Et je vous remercie de votre confiance renouvelée et du partage que vous faites de cette émission. Alors très bien. Maintenant, voyons la suite de ce petit programme. Le point suivant nous appelle à aborder ce que j'ai appelé le karma qui poursuit Nicolas Sarkozy à grandes enjambées. J'ai beaucoup aimé un article que j'ai d'ailleurs reproduit sur ma page Facebook, un article qui nous reproduit la situation de M. Paul-Nicolas Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa, aujourd'hui en France. Cet article a été publié par Maliko News, mais il a été repris de l'agence France Presse. Et il dit ceci: l'ancien président Nicolas Sarkozy a-t-il accepté l'argent d'un richissime dictateur pour financer la campagne qu'il a portée au sommet de l'État? L'ancien dirigeant est de retour au tribunal à partir de lundi aux côtés de 3 anciens ministres. Dans cette affaire retentissante, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir noué via ses proches un pacte de corruption avec le dirigeant libyen Muammar Kadhafi afin qu'il finance sa campagne victorieuse de 2007, en échange notamment d'un retour en grâce sur la scène internationale. Une fable a toujours rétorqué Nicolas Sarkozy, qui attend avec détermination ses 4 mois d'audience. Il va combattre la construction artificielle imaginée par l'accusation. Il n'y a aucun financement libyen de la campagne, a déclaré son avocat, Maître Christophe Ingres. Jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, recette de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, il encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques, donc une inéligibilité allant jusqu'à 5 ans. Pour la première fois, l'ex-chef de l'État comparaîtra avec un casier judiciaire, 3 semaines après avoir été définitivement condamné pour corruption dans une autre affaire à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Après 10 ans d'investigation, 2 juges ont estimé en août 2023 les charges suffisantes pour envoyer devant la justice 12 hommes, dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Le tribunal va explorer un dossier foisonnant et se plonger dans une époque révolue, celle où la Libye était dirigée depuis plus de 40 ans par Muammar Kadhafi. L'affaire débute par l'accusation fin 2005 à Tripoli, lors d'une rencontre officiellement consacrée à l'immigration irrégulière entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui se rêve candidat à l'élection présidentielle de 2007. Un pacte s'est conclu selon l'accusation, qui s'appuie sur les déclarations de 7 anciens dignitaires libyens, sur les déplacements discrets avant et après de Claude Guéant, directeur de campagne présidentielle de Sarkozy, et Brice Hortefeux, fidèle de l'ex-président, mais aussi sur les carnets de l'ex-ministre libyen du pétrole, Choukri Ganem, retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Les contreparties supposées, d'abord une réhabilitation internationale. M. Kadhafi sera accueilli en grande pompe par Nicolas Sarkozy, tout juste élu président lors d'une visite controversée à Paris, première depuis 3 décennies. Mais aussi la signature de gros contrats et un coup de main judiciaire à Abdallah Senoussi, directeur de renseignement libyen condamné à perpétuité en son absence en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'Utah en 1989 qui a coûté la vie à 170 personnes dont 54 Français. Une vingtaine de proches sont partis civils au procès. Parmi les prévenus figurent 2 hommes de l'ombre rompus aux négociations internationales parallèles, l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri et le franco-libanais Ziad Takedine, aujourd'hui en fuite au Liban. Sur un compte de ce dernier ont été retrouvés 3 virements des autorités libyennes pour 6 millions d'euros. Il a aussi décrit des valises remises à Claude Guéant contenant de grosses coupures. Les investigations ont par ailleurs montré que des espèces d'origine inconnue avaient circulé au QG, la campagne de Sarkozy. Éric Woerth, trésorier à l'époque, rétorquera qu'il s'agissait de dons anonymes pour quelques milliers d'euros seulement. Alexandre Djouri devra entre autres s'expliquer sur la rocambolesque infiltration hors de France de Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012. Claude Guéant démontrera qu'après plus de 10 années d'instruction, aucune des infractions qui lui sont reprochées ne sont établies, a déclaré son avocat Maître Philippe Boucher. El Ghazi, dénonçant une somme d'assertions, d'hypothèses et autres approximations. Nicolas Sarkozy conteste tout. Pour lui, les accusations des Libyens ne sont qu'une vengeance, s'expliquant par son soutien actif aux rebelles libyens au moment du printemps arabe qui fera chuter M. Kadhafi, tué en octobre 2011. Sa défense récuse les potentielles contreparties et proteste qu'aucune trace de financement illégal n'a été retrouvée dans les comptes de campagne, brocardant ainsi les 16 versions de Ziad Takedine dans ce dossier. L'une de ces versions, une rétractation en 2020, fait l'objet d'une autre enquête. Une douzaine de personnes sont mises en cause pour avoir voulu innocenter Nicolas Sarkozy par des moyens frauduleux. L'ex-président est mis en examen soupçonné d'avoir avalisé ses manœuvres, cité par l'AFP. Alors, nous serons très attentifs à ce que la justice française va progressivement révéler de cette affaire, maintenant que M. Sarkozy est de retour au tribunal. Mais nous nous contentons de dire, du point de vue de l'Afrique des libertés, que Sarkozy doit être poursuivi. Pas seulement en France,